Pas la peine de vous présenter, professeur ici, c'est une classe, vous êtes chez vous. Donc pour une communication sur, qui porte comme titre économie politique et de l'épistémie liquide. Bien. Donc merci. Donc, je présume que vous êtes un peu fatigué, donc je vais être un peu bref et attentif pour vous réveiller le cas échéant. D'abord, je tiens à remercier mes collègues pour ces 3 stimulantes communications. Et comme vous le remarquez, je vais commencer par la dernière. Khalid Haji nous a, à mon sens, moi j'ai trouvé cette communication excellente sur la rhétorique liquide, ce qu'on peut qualifier la rhétorique liquide. Et ce que j'ai apprécié, c'est cette pérégrination au sein de la rhétorique et ce questionnement qui a permis de voir étape par étape comment la rhétorique a été en quelque sorte dévoyée. Et puis, avant cette Khalid, Zineb Mourouk nous a invités à une autre pérégrination sur Jabber a eu raison de qualifier ça sous forme de boutade, de téléfeuilleton brésilienne, mais cette pérégrination sur le sujet de l'arabisation, et comme vous le remarquez, qui est une question vraiment calamiteuse, parce qu'on réalise un grand bien, ces responsables, ces gens qui nous gouvernent, ont tout simplement improvisé et nous ont fait subir leur improvisation irresponsable. Et puis la première communication qui est rich, very dense, hein, excellent for me. Et donc, mais bon, c'est une interrogation de l'épistémée liquide à la lumière du pragmatisme. Bon, j'aurais 1 ou 2 questions à marquer. En tout cas, cette matinée, elle est très équilibrée parce que vous avez 2 communications, celle de Ustad Minani, celle de Ustad Haji, qui sont en quelque sorte, qui ciblent un domaine et qui sont un peu de l'ordre de la synchronie, hein, et puis 2 communications diachroniques qui essayent de voir à travers l'histoire et qui permettent des éléments à travers l'histoire qui nous permettent de comprendre pourquoi on en est arrivé à ce qu'on appelle l'épistémie liquide, ou pourquoi l'état de l'enseignement et des contenus universitaires en est arrivé là. Donc moi, dans ma communication, je vais essayer de donner des éléments pour comprendre l'état actuel de la crise, on peut appeler ça la crise du contenu universitaire, à travers un exemple précis, celui des industriels qui pour moi, qui sont en grande partie responsables de l'état actuel de l'enseignement. Et je vais vous montrer comment et pourquoi et comment les choses ont commencé. Parce que, comme vous le savez, il y a un proverbe africain qui dit « Pour savoir où on va, il faut d'abord savoir d'où l'on vient ». Donc, vous me permettez de rappeler certaines choses historiques pour comprendre un petit peu la situation actuelle. Donc, il s'agit ici d'esquisser les grands traits de l'épistémée liquide, c'est-à-dire d'une série de phénomènes qui caractérisent le savoir et son enseignement aujourd'hui dans les universités marocaines, et qui ont pour dénominateur commun, selon moi, selon pas mal de collègues, le désengagement de l'État et sa politique ambiguë qui la pousse vers un enseignement low cost vis-à-vis du public, et en même temps à encourager de façon indirecte, j'insiste, de façon indirecte, hein, il n'y a rien de direct, ni de clair, ni d'officiel, donc encourager de façon indirecte
les bailleurs de fonds à investir dans l'enseignement supérieur privé. Pour rester précis, pour que mes propos ne soient pas diffus, je donnerai comme exemple le département de langue et de littérature française, rebaptisé depuis la Réforme, études françaises tout court. Mais avant cela, comme j'ai dit, j'aimerais rappeler comment les choses ont commencé à se détériorer depuis que les industriels ont commencé à s'intéresser à l'éducation en marginalisant, entre autres, les professeurs. Donc, il y a cette première partie que j'ai intitulée « L'origine du mal » ou les industriels et leur conception du savoir. Donc, comme je l'ai dit, avant de devenir le souci des chefs de cabinet, des soi-disant experts et des managers, des agences de consulting et d'audit, l'enseignement et son optimisation intéressaient surtout l'industriel ou les patrons des multinationales. Mais cet intérêt ne date pas d'hier. Déjà, vers la fin du XIXe siècle, certains industriels avaient publiquement exprimé leur souhait de donner à l'enseignement une orientation nettement utile et leur rejet de tout ce qui est littérature ou humanité. Bon, je suis désolé. En 1891, par exemple, Andrew Carnegie congratula les lauréats du Collège Peirce, collège c'est-à-dire faculté, faculté Peirce des affaires, pour avoir, je cite, pleinement consacré leur temps à des connaissances pratiques au lieu de la perdre dans, je cite, l'étude des langues. Fin de citation. Un autre exemple est donné par l'industriel Richard Taylor Crane, qui avait exprimé de façon encore plus virulente son rejet de ce que les humanistes appellent la vie de l'esprit, en y ajoutant qu'aucune personne, je cite, ayant le goût pour la littérature ne peut être heureuse. Parce que les seuls hommes prédestinés au bonheur sont ceux qui sont utiles. On proférait de telles choses, je rappelle, c'était en 1891, c'était la fin du XIXe siècle. Donc on proférait de telles choses sans que personne n'y fasse vraiment attention. Cela restait cependant anecdotique et rare. Ce n'est qu'à la fin des années 80 du siècle dernier que cet intérêt va prendre une forme plus organisée, plus stratégique. Et quand je dis plus organisée, plus stratégique, cela est incarné par l'intérêt des lobbies industriels qui vont s'occuper de près de l'éducation à travers la réalisation d'enquêtes, la rédaction de livres blancs, de rapports partout dans le monde. Alors, je vais commencer par vous donner un exemple concret de cette action très puissante des industriels à partir des années 80, à partir de l'exemple de l'ERT, qui est une abréviation de European Roundtable. Donc, l'ERT, c'est une abréviation de la table ronde européenne et qui regroupe 47 des plus puissantes firmes industrielles européennes. Je cite quelques exemples, je suis désolé, c'est juste à titre d'exemple. La Lyonnaise des Eaux, Petrofina, Ron Poulenc, etc., etc. Je dis ça parce qu'ils ont de puissants cabinets d'avocats et on veut rentrer chez nous. Hein. Bien, ce soir. Donc, cette ERT rédigea en 1989 un rapport intitulé « Éducation et compétences en Europe ». Qu'est-ce qu'il y a dans ce rapport? C'est un véritable programme pour reconquérir le domaine de l'éducation. Ce rapport est sans appel vis-à-vis des enseignants et de l'éducation en général. Celle-ci, selon eux, ne remplit pas son rôle fondamental qui est, selon ce lobby, celui d'être au service du monde des affaires, du business et de l'industrie. On peut lire par exemple les propos suivants dans le rapport. Le développement technique et industriel des entreprises européennes exige clairement une rénovation accélérée des systèmes d'enseignement et de leurs programmes. L'éducation et la formation sont considérés comme des investissements stratégiques vitaux pour la réussite future de l'entreprise. L'industrie n'a
qu'une très faible influence sur les programmes enseignés. Les enseignants n'ont qu'une compréhension insuffisante de l'environnement économique, des affaires et de la notion de profit. Ils ne comprennent pas les besoins de l'industrie. Ce texte, comme vous pouvez le remarquer, en dit long sur les préjugés qui animent les auteurs et sur les a priori à partir desquels ils fondent leur droit de s'approprier l'affaire éducative. Cette dernière doit être, selon eux, au service des affaires et ne doit viser qu'un seul but, celui de servir le monde des affaires. Je ne discuterai pas, bien évidemment, la validité de ces droits, ni comment une institution aussi séculaire que l'école devrait être au service d'une classe qui n'a vu le jour qu'à partir de la révolution industrielle du XIXe siècle. Je note simplement que partant de ce credo, faire de l'argent, les industriels en appellent à un nouvel ordre éducatif. L'éducation doit être au service des affaires, l'université doit générer du profit et les enseignants aussi. Pour cela, les conséquences, parce que c'est ça qui est inquiétant, ce sont les conséquences. Pour cela, les enseignants doivent se contenter d'exécuter ce que les industriels dictent. Ils doivent se contenter de livrer des compétences et non de transmettre un savoir. Leur rôle commence et finit au moment où ils livrent ces compétences dans le but d'aider l'apprenant à décrocher un emploi ou de le garder en contribuant à générer plus de profit pour l'entreprise qui l'emploie. Pour les industriels, c'est l'ignorance des enseignants du monde des affaires qui constitue le principal obstacle à l'amélioration de l'enseignement. Alors bien évidemment, comme j'ai dit, l'ERT, ce regroupement de 47 industriels, a rédigé ce livre, mais elle ne s'est pas contentée de rédiger des rapports. Elle a élaboré toute une stratégie pour justement arriver à ses fins. Pour atteindre ce but, les auteurs du rapport de l'ERT proposent quelques idées parmi lesquelles nous retrouvons la promotion de l'enseignement et de la formation à distance. La présence physique de l'enseignant, tout comme sa présence numérique, représente pour eux la même chose, dans la mesure où pour les industriels européens, son rôle se limitera désormais à livrer une information pratique. L'enseignant, dans ce cas, devient un livreur, comme un livreur de pizza. Donc il livre et il part. Donc, il n'existe pas. Et donc, par conséquent, on peut le remplacer par une présence numérique. C'est bien évidemment, comme vous pouvez le constater, la rentabilité de ce procédé qui en fait une option de premier choix. On peut lire ce passage du rapport. L'enseignement à distance est particulièrement utile pour assurer un enseignement et une formation rentable. Un enseignement de haute qualité pour être conçu et produit en un lieu central et être diffusé au niveau local, ce qui permet de faire des économies d'échelle. Le monde des affaires devient de plus en plus actif dans ce domaine, soit en tant qu'utilisateur et bénéficiaire de l'enseignement multimédia et à distance, soit en tant que concepteur et négociant en matériel et en formation de ce type. Le marché, et par là le potentiel pour l'enseignement à distance, s'est considérablement élargi pendant les années 80. Fin de citation. En fait, dans ce passage tiré du rapport de l'ERT, deux choses retiennent l'attention. Dans cette promotion de l'enseignement à distance, primo, le nivellement, à travers la constitution d'une plateforme globale qui produit les compétences et les distribue aux autres destinations locales. Secondo, c'est-à-dire, deuxième chose, après le nivellement, l'intérêt de plus en plus grand des industriels pour l'enseignant virtuel est dicté par le gain. Il faut transformer cette présence virtuelle
en éléments qui génèrent de l'argent et qui génèrent du profit. Les industriels ne se contentent pas d'être utilisateurs de l'enseignement virtuel, mais veulent aussi devenir concepteurs ou négociants. Ceci n'est pas chose difficile, puisque grâce au nivellement, l'on pourra réduire le savoir à des compétences qu'il s'agit de livrer aux apprenants chaque fois que cela est nécessaire. Nous reviendrons plus avant sur les dérives de ce passage. Ajoutons seulement ici que certes, parce que c'est là où j'essaie un peu de discuter, et de voir avec vous que cela ne peut pas tenir la route, ce n'est pas une vraie vision des choses. Ajoutons seulement ici que certes, l'enseignement à distance peut se révéler pratique et idéal dans des situations d'éloignement ou dans d'autres situations similaires. Mais il faut préciser que ce qui intéresse les industriels, ce n'est pas du tout ça, c'est le profit et la réduction des coûts pour les entreprises qui veulent offrir une formation à leur personnel sans perdre trop d'argent ou disposer d'un type d'enseignant bon marché, c'est-à-dire quelqu'un qui dispose de savoir et qui passe. L'ERT n'est pas le seul à s'être occupé de l'affaire éducative. Dès le début des années 90 du siècle dernier, des projets et des feuilles de route se relançaient. 5 ans après le premier rapport de l'ERT, un groupe de 19 industriels publie un rapport où ils définissent leurs priorités. Créer des centres de télétravail dans 20 villes d'ici la fin de l'année 95 pour au moins 20 000 travailleurs. On passerait ensuite au télétravail pour 2% des cols blancs. D'ici à 1996 et à 10 millions de postes de télétravail d'ici l'an 2000. Les fournisseurs du secteur privé se lanceront sur le marché de l'enseignement à distance. Un an plus tard, un autre rapport est présenté à Bruxelles à l'occasion de la réunion du G7, rapport intitulé « Une éducation européenne vers une société qui apprend », où l'on peut lire de nouveau ces propos, je cite le rapport, « L'éducation doit être conçue comme un service rendu au monde économique. Les gouvernements nationaux devraient envisager l'éducation comme un processus s'étendant du berceau au tombeau. » Mais en fait, ce n'est pas du tout ça, la démagogie. C'est-à-dire de vous faire travailler du berceau au tombeau et de vous pousser à chercher des formations et à multiplier les jobs précaires du berceau au tombeau. L'éducation vise à apprendre, non à recevoir un enseignement. Fin de citation. Une autre organisation plus importante que l'ERT est aussi influente et a eu son mot à dire en ce qui concerne ce sujet, nommé l'OCDE, que vous connaissez, qui va consacrer elle aussi plusieurs rapports à l'enseignement et à l'éducation où nous retrouvons les mêmes idées mises en avant par l'ERT. Donc, après avoir publié plusieurs études et soumis à la Commission européenne plusieurs projets, l'OCDE publie un volumineux rapport de 500 pages sur tous les aspects de l'éducation, cours, enseignants, rapports, élèves, salaires, etc. Ce rapport présente des statistiques sur tous les aspects de l'éducation d'une rare précision et d'une extrême densité. Il n'est pas possible d'en évoquer ici les grandes lignes, comme vous pouvez le comprendre, mais je vous invite à regarder de très près la rubrique intitulée « Indicateurs D5 » qui est consacrée à la question de l'évaluation des enseignants et aux effets de cette évaluation. Je me contenterai ici de citer quelques passages du rapport de l'OCDE. Je cite « L'apprentissage à vie ne saurait se fonder sur la présence permanente d'enseignants, mais doit être assuré par des prestataires de services éducatifs. » On voit bien comment le but de l'OCDE, c'est de effacer, d'irradier la notion d'enseignant et de la remplacer par prestataire de services éducatifs.
pour les raisons que vous pouvez très très bien comprendre. C'est une espèce d'Uber universitaire. Uber, c'est-à-dire créer ce qui est une première, un marché mondial dans le secteur de la formation. La possibilité nouvelle de proposer des programmes d'enseignement dans d'autres pays sans que les étudiants ou les enseignants ne partent de chez eux. Nous retrouvons les mêmes idées comme vous pouvez le remarquer. En fait, toutes ces idées ne sont pas dangereuses en elles-mêmes. Assigner tout le monde à résidence sous prétexte de faire des économies et transformer les professeurs en livreurs de compétences, cela fait sourire. Et les industriels auraient continué à nous faire sourire. On aurait dit, ouais, mais ils rêvent. Mais ils auraient pu continuer à nous faire sourire si les politiques n'avaient pas prêté une oreille attentive à leurs directives. Et c'est ça le problème. Tout le drame des enseignants, en particulier de l'éducation en général, réside dans la faillite du politique qui devient de plus en plus sensible à l'industriel qu'à ses électeurs. Quand je dis électeurs, pères de famille, étudiants, professeurs, etc., etc. On peut retrouver dans le livre blanc publié par la Commission européenne sur l'éducation et la formation, ce passage, je cite, « Enseigner et apprendre vers la société cognitive, nombre de recommandations de l'ERT et de l'OCDE. » Et c'est là où le problème commence. C'est-à-dire, c'est là où les idées de ces industriels vont être adoptées par les politiques et ils vont nous atteindre. Alors bien évidemment, je comprends, vous pouvez vous interroger, vous dire pourquoi je vous parle de l'OCDE, de l'Europe, etc., etc. Parce que tout simplement, pour la simple et unique raison que, comme vous le savez, nous sommes très très influencés par l'Europe. Nous sommes à côté de l'Europe et chaque fois qu'il y a un politicien qui a un programme, on essaye, ce qui est une chose tout à fait normale, mais il faut qu'elle, si elle est accompagnée d'un regard critique. Le problème, c'est qu'on essaye d'appliquer tel quel, voire de singer ces choses-là. Donc j'en arrive à la situation au Maroc. Il n'est pas nécessaire ici de se livrer à une démonstration pour montrer comment la politique européenne en matière d'éducation est reconduite dans ses grands traits par les récentes réformes entreprises au Maroc. Il me suffit de rappeler que la réforme universitaire est le plan d'urgence de l'enseignement et ceux qui s'en suivent reconduisent nombre des directives vues plus haut, à savoir défense des formations professionnalisantes, disparition du mot savoir au profit de celui de compétences, baisse, sinon gel des recrutements et massification des vacataires. Ce sont ces directives que je vais essayer de développer dans la deuxième partie de ma communication et qui me touchent directement en tant qu'enseignant de langue et de littérature française dans une fac de lettres. Donc là, j'en arrive à donner un exemple très précis à partir de l'exemple du département de français. Comme vous le savez, au Maroc, dans les départements de français, avant la réforme, l'enseignement de la langue et de la littérature bénéficiait dans les départements de langue et littérature française de quelque chose comme 6 heures par semaine, à raison de 2 heures par genre, c'est-à-dire 2 heures de théâtre, 2 heures de poésie et 2 heures de roman, comme les anciens peuvent s'en souvenir. Les anciens. Depuis les réformes, c'est-à-dire depuis la semestrialisation, nous sommes passés à 3 heures, remarquez, de 6 heures à 3 heures, ensuite à quelque chose comme 4 ou 5 heures. Mais là n'est pas le problème. Car le problème est que beaucoup d'enseignants qui ont du mal à enseigner une œuvre intégrale ont opté pour un choix de texte. Je rappelle, je donne un exemple très précis, très criard. Les étudiants de S1 en littérature française ont quelque chose comme initiation au genre dramatique ou typologie des textes narratifs.
Donc vous avez un enseignant qui enseigne initiation en genre dramatique. Donc il est censé parler des genres dramatiques, parler de l'histoire du théâtre, parler de quelques notions du théâtre et éventuellement parler de quelques... Il ne peut pas faire un texte intégral. Ça, c'est impossible. Donc qu'est-ce qui se passe? Ce professeur-là, il est obligé d'abandonner l'œuvre intégrale et de choisir des passages. Moi, j'ai du mal. Moi, chaque fois, alors je ne sais pas si mes étudiants de l'ESS sont là, mais chaque fois, je leur promets de faire la comédie, la tragédie et le drame, et souvent, j'arrive tout juste à faire la tragédie. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le temps. Parce que justement, on a regroupé toutes ces choses-là, et comme j'ai dit, le but, c'est quoi? C'est d'offrir aux étudiants quelques notions sur le théâtre grec, quelques notions sur la tragédie française, quelques notions sur la comédie, etc. Et à la fin du processus, c'est-à-dire à la fin des cours, du semestre, est-ce qu'ils ont capté quelque chose de solide en ce qui concerne le théâtre? Est-ce qu'ils ont lu une tragédie entièrement? Non. Ils ont attrapé quelque chose de vraiment liquide, comme si on essayait d'attraper de l'eau, quoi. Vous savez, l'eau, la définition de l'eau, c'est quelque chose qu'on ne peut pas saisir, insaisissable. Alors, bien évidemment, dans l'esprit des gens qui ont conçu la réforme, la dernière directive de la réforme, le but, c'est de préparer ces gens-là à la professionnalisation en essayant de fragmenter les choses le plus possible, comme Khalid Agir en a parlé, et cette fragmentation dans un but qui est celui de la rentabilité. Donc, deuxième conséquence qui découle de la première au niveau de l'évaluation, beaucoup d'enseignants, parce que moi j'essaie de voir un peu quelles sont les conséquences par rapport à l'enseignant, par rapport à la formation de l'enseignant. Donc, deuxième conséquence qui découle de la première au niveau de l'évaluation, beaucoup d'enseignants ont abandonné l'analyse ou la dissertation, d'habitude réalisée en 3 à 4 heures, pour des questions dites orientées. Puisqu'il n'y a pas d'œuvre intégrale, on ne peut pas parler de dissertation, et puisqu'il n'y a que des passages, que des fragments, les examens vont être sous forme de questions orientées, une espèce de TOEFL déguisé. Donc, dans cette obsession d'un enseignement professionnalisant à tout prix, et à cause des moyens mis en place pour pousser les enseignants sur cette voie, le savoir est vite remplacé par les compétences, qu'on appelle les compétences. Cela veut dire quoi au juste? Parce qu'il faut s'arrêter sur cette notion de compétence, parce que c'est devenu une espèce d'argument de force. Chaque fois qu'on veut terroriser quelqu'un, on dit oui, mais vous rêvez, nous on veut enseigner les compétences. Mais c'est quoi les compétences? Il faut justement, c'est quoi d'abord ces compétences-là? Cela veut dire par exemple, et dans le domaine qui me concerne, à savoir celui des sciences humaines, qu'il faut abandonner l'enseignement des lettres, la littérature, l'histoire littéraire, la critique littéraire, et les remplacer par des licences ou des masters du genre médiation culturelle, métier de la culture, langue et communication, communication interculturelle, etc., etc., communication des organisations, etc. En quoi consistent ces soi-disant compétences? La réponse est donnée par Paolo Tortonese, dont Tarek Orta et Stéphane Noualé vont parler en détail, je crois, entre autres, dans un excellent ouvrage collectif intitulé « Université, la grande illusion ». Donc, pour Tortonese, ces compétences consistent en un patchwork de cours de sociologie, de psychologie, d'histoire, de droit, de langue et de civilisation étrangère. Chacun de ces cours, s'adressant à un public non spécialisé, est nécessairement de niveau élémentaire. Un des effets pervers de la nécessité de professionnaliser et de réduire les coûts est la fragmentation du savoir, comme on en a parlé,
et surtout la précarisation de l'enseignant. Je voudrais dire par là que la réforme et le plan d'urgence tels qu'ils ont été imposés à l'enseignant au Maroc, par exemple, lui imposent une formation à son insu. Et une formation qui ne va pas forcément dans le bon sens. Comment cela? Sous prétexte de créer un enseignant polyvalent, donc sous prétexte de polyvalence et de pluridisciplinarité, c'est-à-dire un enseignant qui peut enseigner, je ne sais pas, la littérature ou la critique n'existe pas, ou théorie littéraire, ça n'existe pas non plus, parce que ce qui existe, c'est typologie des textes narratifs, genre les grands mythes, etc., etc. Donc, un enseignant polyvalent qui peut enseigner des choses et qui peut partir d'un enseignement à un autre. Qu'est-ce qui se passe? L'enseignant, à son insu, passera d'une compétence à une autre, d'un master à un autre, et perdra progressivement la maîtrise de sa spécialité d'origine. N'oublions pas que cet enseignant, avant de devenir enseignant, a passé 6 ou 7 ans de sa vie pour faire une thèse de doctorat, pour être spécialiste dans un domaine. Et donc, qu'est-ce qu'on lui propose? Sans qu'il le sache. Des fois, il y a des enseignants qui ne le savent pas. Permettez-moi de le dire de façon vulgaire. Et il oublie complètement qu'il a passé 6 ou 7 ans de sa vie dans un domaine. Alors pour moi, c'est ça le gâchis universitaire. On a parlé beaucoup de cette notion de gâchis. Le gâchis, c'est cela. C'est de prendre des gens qui sont censés creuser un domaine qui est le leur, qui ont passé des années, ouvrir des perspectives, faire des découvertes qui peuvent être très très intéressantes, et sous prétexte de polyvalence, de rentabilité, de professionnalisation, mettre une croix sur toutes ces années-là. Et donc, un autre argument démagogique poussé par ces gens, par ces adeptes de la professionnalisation, c'est l'évaluation de l'enseignant. C'est-à-dire, dans l'esprit de ces gens-là, ils disent que c'est bien un enseignant, il faut qu'il enseigne ça, il faut qu'il pourrait être évalué tout le temps pour être un petit peu à l'épreuve. Ben, sincèrement, un enseignant n'a pas besoin d'être mis à l'épreuve. Un vrai enseignant, un vrai universitaire, il est mis à l'épreuve tout le temps, toute sa vie. Et j'en donne quelques exemples que tous mes collègues qui font de la recherche le savent très bien dans le monde. Pour participer, par exemple, à un congrès ou à un colloque, cet enseignant devra envoyer une proposition de communication qui sera examinée, première épreuve, par un comité de lecture et qui sera reçue, rejetée ou révisée. La même chose quand il s'agit de publier dans des revues spécialisées. Je dis des revues spécialisées. C'est pas le un journal quelconque. Non, dans une revue spécialisée, cet enseignant va être examiné et évalué. D'accord? La même chose dans des revues, comme j'ai dit. La reprise des manuscrits, les discussions avec les membres du comité de lecture, la correction des épreuves sont de véritables occasions de formation et d'évaluation de l'enseignant. Ce même enseignant est évalué plusieurs fois par an et par des gens de sa spécialité, non par des spécialistes des ressources humaines, des soi-disant experts lorsqu'il participera à des congrès internationaux. Donc, il y a toujours ce genre de problème. Donc, et c'est là où je ne vais pas tarder à finir. Donc, moi, quand je discute ça, c'est juste pour mettre l'accent sur l'aspect démagogique de cette idée d'évaluer l'enseignant. Certes, il faut encourager la formation des enseignants. D'ailleurs, un enseignant-chercheur, c'est quelqu'un, c'est un idéal. C'est un idéal qui pousse l'universitaire à
participer à écrire des livres, etc., etc., pour justement aspirer, c'est une quête. Donc, et comme vous le savez, une quête, la définition d'une quête, c'est quelque chose qui ne finit jamais, c'est quelque chose qui est, donc, qui est à l'horizon. Donc, ce n'est pas en multipliant de façon continue les programmes et les réformes qu'on va arriver à ce but-là. Ce n'est pas non plus avec l'application mécanique de quelques grilles de management ou avec des idées d'agences de consulting ou de notation. C'est plutôt avec l'encouragement de la mobilité des enseignants qui favorise, comme je l'ai dit à l'ouverture, qui favorise l'échange et la confrontation des idées. C'est aussi avec le recrutement de personnel certifié, c'est-à-dire de professeurs-chercheurs qui participent régulièrement à des manifestations de recherche au niveau international et qui s'imposent dans leur domaine. C'est cela qui permet de faire des cours de qualité, de former des étudiants de master qui sentent que la personne qui est en face d'eux a quelque chose à dire. Car, et là j'arrive à une question qui est très très importante, parce qu'on peut à la limite la question de l'épistémie liquide, pour le niveau S1, S2 et jusqu'à la licence, ça va, elle n'est pas très criarde, mais elle devient très criarde, elle devient très délicate, elle devient presque urgente lorsqu'on parle du master et du doctorat. Comme vous le savez, le master, c'est le master, la maîtrise. Ce sont ces 2 années qui permettent à l'étudiant de maîtriser Vous savez ce que c'est que maîtriser? C'est tenir, c'est-à-dire avoir des connaissances solides. Parce que justement, c'est ce niveau-là qui va lui permettre, le cas échéant, d'attaquer le doctorat. Or, ce qui se passe maintenant, surtout avec le master et le doctorat, c'est que ces 2 niveaux-là ne peuvent plus supporter, je dis bien, le bricolage de nos administrateurs, ni l'amateurisme de certains professeurs. Vous remarquez que j'essaie de parler des administrateurs, mais je parle aussi des professeurs. Je n'accuse pas qu'une seule, ils sont tous responsables. Donc, au niveau du master et du doctorat, le bricolage et l'amateurisme des professeurs qui pensent qu'il suffit de quelques vacataires ou de concocter un cours à partir d'une petite virée sur Google pour faire un cours de master ou animer un séminaire de doctorat, ce n'est plus possible. En fait, toutes ces choses-là, là aussi, il faut qu'on soit d'accord, toutes ces choses-là, toutes ces choses-là, les différents administrateurs qui se sont succédés, ministres, chefs de cabinet, présidents d'université, confondus, le savent très bien. Pourquoi donc, la question qui se pose, voyez, pourquoi les choses continuent à traîner? Pourquoi il y a toujours, quand on parle de l'enseignement supérieur, il y a toujours cette crise? Moi, la réponse, je ne la possède pas. Mais je crois que si on regarde, si on considère, ce n'est pas une réponse, mais juste un élément de réponse, si on considère le développement des universités privées, vous savez, les universités privées commencent à se développer au Maroc. Il y a pratiquement dans chaque ville maintenant, en ville, 1 ou 2 universités privées. Quand on regarde le développement des universités privées, je crois qu'on peut avoir des éléments de réponse. Pourquoi ça traîne? Pourquoi il n'y a pas de solution, etc., etc. Je crois que je vais m'arrêter là, parce que j'ai touché à un exemple qui est grave. Merci. Donc, le développement de ces universités privées, ce sont des universités internationales, et même des facultés de médecine. Même la médecine. Oui. Donc, merci, cher ami Si Mohamed, pour cette communication très riche. Je crois que le mal du siècle, commencé dès la fin du 19e siècle, avec cette notion du capital. Et il s'est accéléré vers, comme tu as dit, à partir des années 80-90.